Et avec nous pour ce club, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud, bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Bruno Cotrez. Bonjour Bruno, bonjour. Merci également d'être là. Politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant en Sciences Po. On va évidemment parler de cette campagne à 2 jours maintenant du premier tour. On analysera les enjeux de cette élection. On parlera du dernier débat avant le scrutin. C'était hier soir sur France 2, de la polémique lancée par Marine Le Pen sur le chef des armées, titre honorifique ou pas. Et puis Quentin, vous nous expliquerez tout des enjeux du scrutin. Et voilà, on va faire un point complet sur comment est-ce qu'on se qualifie pour le second tour, qui est-ce qui peut faire des procurations, etc. On va faire le point sur les élections. Voilà, mode d'emploi. On voit ça dans quelques instants. Évidemment, ces législatives, elles font l'actualité dans nos régions. Et durant cette courte campagne, vous l'avez vu, on a suivi des candidats dans leur circonscription. Jérôme Rabier et Flora Sauvage sont allés dans Lyon où le porte-parole du Rassemblement national, Julien Audoul, est candidat à sa réélection. Sur le marché de Sens, il a le contact facile et les habitants électeurs le lui rendent bien. Julien Audoul, député Rassemblement national sortant, mène campagne avec le sourire, porté par les scores aux élections européennes. Ici, près d'un électeur sur 2 a voté pour le RN. Les gens m'énervent parce qu'ils disent tous on va voter Le Pen, Le Pen, Le Pen. Et puis quand c'est le moment de voter, les gens ils retournent leur veste. Ah non, mais vous avez vu aux européennes, ils n'ont pas retourné leur veste. Non. Mais avec Mélenchon, il faut faire gaffe. Exactement. J'ai un peu peur. Mais si tout le monde va voter, il n'y aura pas de risque. Oui, Sur le papier, il pourrait même être élu dès le premier tour, mais le candidat et son équipe refusent de se projeter. Vous savez, quand le peuple le veut, et quand le peuple vote, le peuple gagne, donc c'est lui qui le décidera. Mais j'ai beaucoup trop de respect pour la démocratie, beaucoup trop de respect pour l'incertitude de la démocratie pour envisager une quelconque victoire au premier tour. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une large mobilisation dans les urnes, que l'abstention recule, que nos concitoyens prennent conscience qu'il y a un moment historique en train de se jouer. Sur le terrain, à chaque élection, son score progresse. Il y a 2 ans, il avait fait 35% au premier tour et il y a encore de nouveaux convaincus. Donnez leur chance. essayez. Donnez leur chance. Bon, merci beaucoup. Allez. Face à lui, comme lors des 2 dernières législatives, il retrouvera Michel Crouzet, élu en 2017 avec l'étiquette En Marche. Elle milite désormais au MoDem. En 2022, elle a été battue par Julien Audoul, mais repart au combat. Je pense que vous devez me connaître puisque j'ai ma candidature qui était présente. Voilà. Sur le terrain, elle se présente comme une candidate du grand centre, rassemblant le bloc de l'ancienne majorité. Mais les électeurs lui renvoient l'étiquette d'Emmanuel Macron. Donc, président. Après, il y aura des élections présidentielles dans quelques temps. Ce qu'il y a, c'est que là, on risque de se retrouver avec une majorité à l'Assemblée nationale. Oui, mais on risque de se retrouver à l'Assemblée nationale avec une majorité autre. La réputation d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est pas forcément un facteur qui permet de rentrer en communication facilement avec les personnes. Et moi, je suis au MoDem, donc je suis sur la voie de François Bayrou, et que, bien sûr, on a travaillé tous ensemble. Et je pense que c'est tout à fait possible de continuer à travailler ensemble sur une voie qui peut aller sur la droite et sur la gauche et justement avec le pouvoir centriste. Le danger pour Michel Crouzet vient aussi de la gauche qui part unie et pourrait perturber le duel habituel. Cette année, c'est Nicolas Sauret, maire socialiste de Joigny, la 2e ville de la circonscription, qui est candidat du nouveau Front populaire et qui défend le programme commun. Si vous voulez qu'on améliore vos conditions de vie et de façon assez immédiate avec les mesures qu'on prendra, je pense que c'est le bon bulletin, le nouveau Front populaire. Dans un territoire où le vote insoumis est peu porteur, Nicolas Sauret insiste sur son ancrage local et son profil de modéré. Moi, je suis socialiste depuis 20 ans, je suis maire d'une ville de 10 000 habitants, je suis vice-président de la région et je connais bien cette circonscription, je connais bien ses difficultés. Je travaille tous les jours avec les maires à essayer de trouver des solutions aux habitants, de mobilité, de logement, d'accès aux soins. Donc c'est de rappeler ça. Face à un RN puissant et porté par les sondages, ses concurrents espèrent au moins provoquer un second tour et maintenir une opposition localement. Dans Lyon, le RN peut espérer de son côté remporter les 3 circonscriptions du département.
Bruno, d'abord on va voir, les autres candidats, évidemment, dans cette circonscription de Lyon, la troisième, voilà, l'ensemble des candidats dans cette troisième circonscription de Lyon. Bruno, on l'a vu dans ce reportage, la campagne des députés du Rassemblement national, on a l'impression qu'elle s'annonce assez facile. Est-ce que ces votes, c'est la continuité du vote des européennes? Est-ce que les Français y raisonnent en disant il est très proche, on va voter comme on a voté aux européennes, ou est-ce qu'on est dans deux scrutins différents? On a évidemment un effet très important de la dynamique des européennes. On ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer sans ce qui s'est passé il y a quelques semaines, ne serait-ce que parce que le chef de l'État a fait la dissolution dans la foulée des élections européennes. Donc évidemment un effet très important de la campagne des élections européennes. On sait pourtant que les législatives, ce n'est pas le simple décalque d'une élection dans une circonscription unique, ce qui était le cas des européennes. Alors on a 577 circonscriptions, mais il y a évidemment un effet très important. Il y a une dynamique Rassemblement national. Le Rassemblement national qualifie 2 fois sa candidate au second tour de la présidentielle, dont en 2022, gagne 3 fois les élections européennes de suite, dont 2024, il y a quelques semaines. Donc on peut parler d'une dynamique RN. Et c'est vrai que si c'est 577 élections, il y a quand même dans l'ensemble de l'opinion le sentiment, et toutes les enquêtes d'opinion le prouvent, le sentiment que la victoire du Rassemblement national est largement annoncée, et elle est très largement perçue comme le pronostic le plus probable par l'ensemble des électrices et des électeurs. Donc effectivement, il y a un climat des européennes. La campagne des européennes a permis au Rassemblement national d'activer un certain nombre de thèmes qui sont plutôt porteurs pour lui dans l'opinion. La question des frontières. Les européennes, ça parle des frontières, mais le Rassemblement national parle beaucoup des frontières et de l'immigration. La question du pouvoir d'achat, qui était très important dans la campagne européenne et qui est portée beaucoup par le Rassemblement national. Donc voilà, donc c'est pas, on ne peut pas dire que c'était simplement un tour de chauffe, hein, les élections européennes, elles avaient leur propre logique, mais clairement, on ne peut pas détacher les deux éléments de l'ensemble de cette séquence. Ouais, et on le voit, alors il y a Julien Audoul, mais par exemple sur la candidate du MoDem, la candidate du bloc présidentiel, on voit les électeurs qui ont une forme de rejet finalement de la personnalité d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça va beaucoup jouer dans cette campagne des législatives, Arnaud ? Ben, ça a déjà beaucoup joué durant l'élection européenne, puisqu'en fait l'élection européenne a été transformée en vote sanction contre Emmanuel Macron, d'autant plus qu'Emmanuel Macron s'est beaucoup impliqué dans cette élection européenne et qui s'implique un peu moins peut-être dans l'élection législative, mais qu'il est quand même très présent. Oui, en effet, mais le problème, si vous voulez, vous êtes avec un exécutif qui est au pouvoir depuis 7 ans. Donc 7 ans, vous avez un phénomène, j'allais dire, d'érosion quasi naturelle qui touche tous les pouvoirs, en l'occurrence, et qui touche peut-être encore plus aujourd'hui celui d'Emmanuel Macron. Donc c'est extrêmement difficile, en effet, pour les candidats de la majorité, de se faire, enfin de la majorité sortante, de se faire une place, qui plus est dans dans une configuration politique où vous avez 2 blocs qui semblent, en tout cas pour l'instant, écraser d'une certaine manière la concurrence. Si vous voulez, on est à fond renversé. Emmanuel Macron avait réussi à prendre en tenaille toutes les anciennes autres forces politiques. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui est pris en tenaille, d'une certaine manière. On a un renversement, pratiquement, une inversion du en même temps. Et donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Ensuite, moi, ce que je crois, c'est qu'en plus, si vous voulez, pour rejoindre ce que dit Bruno, c'est que comment risque d'opérer cette élection législative, soyons prudents quand même, comme une élection de confirmation. 3 semaines séparent, même pas 15 jours, quasiment 3 semaines séparent l'élection européenne de l'élection législative. Et on voit bien que toute la stratégie du Rassemblement national est de transformer justement cette élection en élection de confirmation et d'amplifier la dynamique. Après, la question, je crois, fondamentale, c'est de savoir, majorité relative, majorité absolue. Ça, c'est vrai qu'une élection législative, c'est un peu différent d'une élection européenne. C'est 577 élections législatives, 577 circonscriptions. Alors parfois, vous pouvez avoir des paramètres locaux qui peuvent jouer. Mais globalement, on voit bien que là, le scrutin est totalement nationalisé. Ouais, et on va voir justement, parenthèse très importante, Quentin, comment marche ce scrutin des législatives ? Alors dimanche, c'est le premier tour, hein, ce dimanche. Le second, c'est le 7 juillet, une semaine plus tard.
Pour rappel, pour être tout à fait clair, les élections législatives servent à élire les députés. L'Assemblée nationale, l'une des 2 chambres du Parlement, est renouvelée en intégralité lors de ces élections. Il y a donc effectivement 577 circonscriptions qui sont des découpages au sein des départements et à chaque circonscription correspond un siège de député. Le scrutin législatif est un scrutin majoritaire à 2 tours qui permet d'élire les députés de l'Assemblée nationale. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, 50% plus une voix, ainsi que 25% des électeurs inscrits. Ça, c'est pour la qualification dès le premier tour. Et en 2022, où la participation avait été plutôt faible, 40,7% au premier tour, seuls 5 députés, 4 représentants de la France insoumise et 1 de la majorité présidentielle avaient été élus dès le premier tour. Mais là, cette fois-ci, on attend 64% de participation selon l'IFOP. On pourrait avoir davantage d'élus dès le premier tour. Alors, qu'est-ce qui se passe au second tour? Qui est qualifié? Alors, les 2 candidats arrivés en tête au premier tour sont qualifiés et tous ceux qui ont fait au moins 12,5% des inscrits, là, ils sont qualifiés pour le second tour. On peut ainsi avoir des triangulaires, voire des, quand on a 4 candidats, quadrangulaires. Voilà. On connaît. Et on peut en avoir 5, des quinquants. Des pentagulaires. Des pentagulaires. Pour être élu au second tour, il faut une majorité relative, c'est-à-dire le plus grand nombre de voix, Oriane. Et on va vers beaucoup de triangulaires, du coup? Voilà, en 2017, où la participation était de 55%, une seule triangulaire avait eu lieu. Il y en avait eu 8 en 2022, avec une participation à 40,5%. Mais alors, avec une participation forte, on pourrait voir un grand nombre de triangulaires, d'où l'importance pour les partis d'édicter des consignes de vote pour répondre à ce cas de figure lors du second tour, qui va donc, ça va être déterminant pour les partis. On va attendre ça dimanche soir. Oui, parce que c'est une élection où la participation a son importance. Elle a une vraie incidence sur le scrutin. Bruno, du coup, on annonce une participation qui est plutôt élevée. Il y a un intérêt fort des Français pour cette campagne. Est-ce que ça peut jouer? À qui ça peut profiter et qui peut être désavantagé? Participation plus élevée qu'aux élections législatives de 2022, mais on ne peut pas vraiment comparer parce qu'elles étaient dans la foulée de l'élection présidentielle. Participation élevée, mais néanmoins, on va arriver, si les estimations se confirmaient, à un gros tiers d'abstention, quand même, pour une élection absolument capitale. Donc, il y a à la fois plus de participation attendue, mais en même temps, ça s'inscrit quand même dans une tendance générale de nos démocraties, et notamment en France, à ce que la participation ne soit plus ce qu'elle a été il y a 30 ou 40 ans. Vous voyez le verre à moitié vide plus que le verre à moitié plein, vous ne voyez pas les 64% de participation. Pour des élections législatives, c'est-à-dire choisir le législateur. C'est quand même pareil en démocratie, choisir le législateur, ça fait quand même un gros tiers d'abstention potentiellement, c'est pas négligeable. Mais c'est vrai que ça va avoir un effet sur la qualification pour le second tour, incontestablement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bruno Cotresse, c'est-à-dire que ça dépend quel point de comparaison on prend. Évidemment, si vous prenez 2022 ou 2017, vous avez une participation qui est en rebond très net, en l'occurrence. Mais si vous comparez à des scrutins très lointains, je ne parle pas au début de la Ve République, où vous avez des taux de participation de 85, voire 90% pour les élections législatives, mais revenons par exemple à 97, c'est intéressant 1997, parce que là aussi c'est une dissolution inattendue qui est effectuée par Jacques Chirac en l'occurrence. On a une participation au second tour, je parle sous le contrôle de Bruno, à peu près de 70 ou 71%. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas encore à ce niveau-là de participation par rapport à 97. On est dans une participation qui, de mémoire, me semble à peu près équivalente à celle de 2002, peut-être 7 ou 2012. Donc certes, c'est beaucoup mieux que 2017 et 2022, où là on a battu des records d'abstention, mais ce n'est pas non plus exceptionnel, en l'occurrence, dans l'histoire sur la longue durée des élections législatives. Et je voudrais revenir sur un point, les procurations aussi. Alors les procurations, c'est vrai qu'il y a beaucoup de procurations, mais il faut comparer aussi ce qui est comparable en la matière. Regardez, il y a beaucoup plus de procurations pour les élections présidentielles en 2022 qu'il y en a pour cette élection législative. Donc il faut quand même toujours avoir des points de comparaison qui soient des points de comparaison qui nous permettent de mettre en perspective ce que l'on vit parfois comme exceptionnel et qui ne l'est pas forcément. Vous nous faites il nous fait la transition, Arnaud, je vais en profiter. Petit point procuration. Oui, on a le chiffre. La régie est impatiente de le jouer. Elle avait 2 124 918 procurations. C'est donc le chiffre en date et à l'heure où on se parle de procuration établie depuis le 10 juin dernier, avec cette question très pratico-pratique.
comment est-ce qu'on fait une procuration? Donc il faut s'inscrire en ligne, ensuite la faire valider soit en gendarmerie, soit dans un commissariat en mairie. Et la théorie veut qu'on peut faire une procuration jusqu'au dernier moment avant l'élection. Il faut simplement s'y prendre le plus tôt possible parce qu'il faut que les mairies puissent édicter les listes électorales. Et donc il y a ce principe pratique qu'il faut donc s'y prendre assez rapidement. Voilà, c'est clair. Oui, deuxième point, procuration. C'est vrai qu'il y a plusieurs modalités de la procuration. Il y en a une qui est totalement dématérialisée, mais il faut avoir la nouvelle carte d'identité, celle qui est au format carte bancaire, pour pouvoir en bénéficier. Sinon, il y a toujours un moment donné où il va falloir passer par un papier à remplir, évidemment. Et puis l'autre en tout cas, par une validation par une autorité. C'est bien d'avoir les derniers chiffres. Donc, on est à 1 million de plus de procurations qu'aux législatives de 2022. Par contre, c'est vrai que sur l'ensemble de la séquence électorale 2022, il y a plus de 3 millions de procurations qui ont été faites, présidentielles plus législatives. Voilà, donc il y a aussi une comparaison qui a été faite, qui était un peu tangente, qui était de dire 6 fois plus de procurations qu'en 2022. En fait, c'est simplement que le temps est raccourci pour la campagne des législatives de 2024. Et donc forcément, il y a eu beaucoup plus de procurations dans un laps de temps comparable au même laps de temps que 2022. Mais au bout du compte, ça aboutit à un nombre qui est un nombre un peu plus élevé, voilà, 1 million de plus de procurations. Mais est-ce que c'est parce qu'on tombe pendant les vacances scolaires et que les gens veulent s'organiser parce qu'ils sont absents de leur domicile principal? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie volonté de pouvoir voter? Est-ce que c'est pratico-pratique ou est-ce que c'est parce que ça donne quelque chose derrière chez les citoyens? Selon vous? C'est très difficile. Enfin, bon, oui, il y a peut-être du pratico-pratique parce qu'en effet, c'est le début des vacances et qu'il y a des gens qui ont peut-être prévu leurs vacances et qui veulent voter et qui donc vont établir des procurations. Il y a le fait qu'on est dans un délai très aussi restreint, donc il y a des gens qui vont aller faire des procurations parce qu'ils n'avaient là aussi peut-être pas pensé voter ce jour-là. Et puis il y a peut-être aussi, on peut imaginer que les principales forces politiques mobilisent les unes après les autres pour faire en sorte que leurs électeurs puissent aller voter. On va voir les éléments de ces dernières heures de campagne, les temps forts. Et hier soir, sur France 2, avait lieu l'ultime débat avant le premier tour entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Olivier Faure. On va voir les principaux moments avec Yann Fellé. Ils sont venus jeter leur dernière force dans la campagne. 2 heures de débat et dès le début, Gabriel Attal vise les candidats du Rassemblement national. On ne peut pas construire l'apaisement et le rassemblement quand on présente dans cette élection plus d'une centaine de candidats, c'est-à-dire presque 1 sur 5, plus d'une centaine de candidats pour lesquels on a dit des propos racistes, antisémites, c'est faux, monsieur ou homophobes. Qu'est-ce qui est faux dans ce qui vient d'être dit? Ces accusations, si vous voulez, elles sont tellement grossières, elles sont documentées, qu'elles ne dupent plus personne. Sur la question du nucléaire, Olivier Faure est attaqué sur les divisions au sein de l'Alliance de gauche. Insoumis et Verts n'en veulent plus. Lui n'y est pas opposé. Tant que nous n'avons pas la capacité à organiser notre souveraineté énergétique à partir des énergies renouvelables, nous conservons l'énergie nucléaire. C'est ça. On était avec M. Bompard il y a 2 jours sur un débat plateau. Il nous a dit exactement l'inverse de ce que vous dites. Non, non. Donc ça, c'est sur un sujet aussi important que le nucléaire pour l'indépendance de la France, c'est pas rassurant. Je suis désolé. Le Premier ministre a de son côté été plusieurs fois amené à se justifier sur son bilan. Mais pardon, qui paye quand il n'y a plus d'impôts avant 30 ans et qu'on arrête de travailler à 62 ans. En 2 ans, monsieur Attal. La Commission européenne vient d'ouvrir une procédure pour déficit excessif contre vous. Qu'est-ce que vous n'auriez pas dépensé depuis 2 ans pour le Covid, pour l'inflation? J'aurais réduit les dépenses liées à l'immigration, par exemple. Jordan Bardella qui a en revanche voulu saluer la fermeté sur l'abaya à l'école. Une prise de parole qui s'est retournée contre lui. Monsieur Faure veut aussi revenir sur la loi qui a interdit l'abaya, je tiens à le préciser. Gabriel Attal. Des bonnes choses qu'a fait monsieur Attal. C'était pas une loi, mais comme vous m'avez dit dans un précédent débat que vous ne lisiez pas les lois avant de les voter, ça m'étonne pas. Ça n'est pas vrai, monsieur Attal. On y va. Les candidats ont jusqu'à ce soir, fin de la campagne électorale, pour convaincre les indécis. Arnaud, on le voit, cet ultime débat, avec évidemment des arguments échangés. Est-ce que ça peut changer les choses ou est-ce que les 3 blocs sont figés et le tiercé est figé, selon vous? Vous savez, traditionnellement, on dit que les débats télévisés ne changent pas grand-chose à la donne. Sauf si un candidat s'effondre, éventuellement. Même dans une campagne aussi courte? Je ne sais pas. Ces débats sont nécessaires parce qu'ils permettent quand même, malgré tout, pour ceux qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent à ces élections, je veux dire, d'avoir peut-être parfois des clarifications ou non
sur un certain nombre d'éléments du programme. Mais ils sont donc utiles de ce point de vue-là. Est-ce qu'ils font bouger véritablement les lignes? En tout cas, ce qu'on a vu lors des dernières élections européennes, c'est que les débats n'ont pas forcément fait bouger les lignes. On a vu des tendances qui se sont cristallisées très tôt et qui finalement, je veux dire, ont été confirmées ensuite par le résultat des urnes. Est-ce que dans cette élection législative qui est quand même très particulière, en effet, avec quand même une dramaturgie très forte du fait que le Rassemblement national est en capacité d'accéder éventuellement à Matignon, est-ce que, disons, ça peut à la marge faire bouger, je veux dire, les orientations des électeurs? Pour l'instant, ça semble pas, en tout cas, manifestement, jouer sur les intentions de vote. Bon, d'ici dimanche, nous verrons bien. Oui, c'est vrai que les débats ne changent pas fondamentalement la donne parce que chacun va regarder et écouter ces débats avec ce qu'on appelle des filtres perceptifs, c'est-à-dire son filtre partisan, l'idéologie à laquelle on adhère, qui fait qu'on va regarder et écouter son candidat en le trouvant absolument brillant, génial, et qu'on va trouver les autres absolument lamentables. Donc c'est pour ça que ça ne change rien fondamentalement, sauf effectivement si ce candidat qu'on pense génial s'effondre ou fait une énorme boulette, une énorme gaffe. Pour le moment, on n'a pas vu dans ces débats aucun des trois candidats, ni le premier avec Manuel Bompard, ni hier soir avec Olivier Faure. On n'a vu aucun des trois candidats qui a fait l'erreur qui tue, fondamentalement. Donc c'est vrai que... Et quand leurs adversaires pointent leurs incohérences, leurs contradictions, leurs fausses promesses sur les programmes, est-ce que ça joue? Est-ce que les Français, et encore plus dans une campagne aussi courte, ils votent sur des programmes, ils votent sur le fond ou ils votent sur des étiquettes politiques? Ils votent sur des programmes, mais en écho avec des valeurs et des idéologies dans lesquelles ils croient. Et au fond, là, à nouveau, chacun regarde l'autre comme étant un fauteur de division, quelqu'un qui est incohérent. Et par ailleurs, ceux qui écoutent sont habitués à cette rhétorique qui est qu'on va toujours trouver que l'autre est incohérent, on va toujours trouver la petite phrase pour montrer que l'autre est incompétent et incohérent. Donc de ce point de vue-là, ça ne porte pas vraiment, puisque chacun, avant même que le débat n'ait commencé, s'attend à trouver ce type d'argument. Et puis il faut savoir que c'est en fonction du degré de politisation des gens. C'est-à-dire que, si vous voulez, ces punchlines, quand on met le doigt sur une contradiction, ça peut parler aux gens qui sont les plus politisés. Mais nous n'avons pas tous le même rapport à la politique. Vous avez des gens qui, certes, vont voter, mais qui n'ont pas le niveau, je veux dire, parfois d'appréciation, je veux dire, ou non pas, parce qu'ils ne s'y intéressent pas forcément, je veux dire. Donc, je crois qu'il y a ça aussi, cet aspect-là, qui joue un rôle. En fait, les débats ont un impact sur les personnes les plus politisées, vraisemblablement. Mais finalement, les plus politisées, ce sont en général celles qui sont le plus convaincues par leur candidat. Donc, en la matière, ça ne peut pas faire bouger beaucoup les lignes. Autre actualité dans ces dernières heures de campagne, c'est cette phrase lâchée par Marine Le Pen dans les colonnes du Télégramme sur le titre de chef des armées, qui serait un titre honorifique. Elle s'en est expliquée de nouveau ce matin. Elle était l'invitée de la matinale de CNews. On va l'expliquer. On va l'écouter. J'ai rappelé que la Constitution permet évidemment, puisque c'est sa prérogative au Premier ministre, d'envoyer ou de ne pas envoyer de troupes armées. C'est l'article 20 de la Constitution. Le gouvernement dispose des forces armées. C'est ainsi. Donc, toute la Constitution, rien que la Constitution, mais en l'espèce, c'est sur la base de cette Constitution que j'ai eu l'occasion d'indiquer cela. Je m'étonne que le président de la République ne le sache pas. Arnaud, on le voit, elle explique en disant... article de la Constitution. C'est un article de la Constitution. Est-ce que c'est une lecture simple de la Constitution ou est-ce qu'elle a voulu mettre une forme de pression sur le chef de l'État en cas de cohabitation? Peut-être, ça qui est un coup politique du côté de Marine Le Pen pour finalement imposer une cohabitation qui sera peut-être vraisemblablement d'ailleurs au demeurant, si le Rassemblement national l'emporte, une cohabitation dure avec le président de la République. On peut imaginer qu'il y a cette idée-là chez Marine Le Pen. D'autant plus qu'ils ont l'expérience, on a tous l'expérience de ce qu'ont été les cohabitations précédentes, c'est-à-dire notamment celle de 86. Mais en fait, la question est de savoir s'il y a un domaine réservé ou s'il y a un domaine partagé. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de domaine réservé. Ça, c'est une théorie qui ne tient pas la route au regard de la lecture de la Constitution. Mais il y a un domaine partagé, très clairement, parce que quand même, le chef de l'État est le chef des armées. Ça, c'est un premier point. Je rappelle quand même que c'est lui qui dispose de l'usage
du feu nucléaire, ce qui quand même, je veux dire, est loin d'être honorifique en la matière. Mais ensuite, c'est vrai que, bon, vous avez l'article 21 de la Constitution qui précise et dispose que le Premier ministre assure la défense nationale. Donc, et que c'est lui qui, je veux dire, dispose des moyens pour abonder les armées. Donc on voit bien, mais ça va être intéressant parce que si vous voulez, ça va être une cohabitation de ce point de vue-là très différente à mon avis des cohabitations, si bien évidemment encore une fois le Rassemblement national l'emportait, des cohabitations que nous avons connues. Parce que là, sur des sujets régaliens comme la défense et les affaires étrangères, notamment au regard de ce qui se passe en Ukraine, là, il y a une vraie différence, enfin il y a une différence en tout cas, me semble-t-il, une nuance au moins, entre l'équipe qui arrivera à Matignon, si c'est le Rassemblement national, et le président de la République. Ce qu'on n'avait pas fondamentalement connu quand même dans les 3 autres cohabitations, avec Chirac et Mitterrand, avec Balladur et Mitterrand, et avec Jospin et Chirac, parce que quand même, sur ces aspects-là, il pouvait y avoir, certes, des nuances, mais il y avait quand même une forte convergence. Là, on est quand même sur un sujet où ça risque d'être très conflictuel, très rapidement. Est-ce que ça illustre qu'on risque d'aller, encore une fois, ça dépend du vote des Français, mais qu'on risque d'aller vers la cohabitation la plus dure de la Ve République? Sur ces aspects, en tout cas au tout début, sans aucun doute. Ça a été l'objet d'ailleurs hier d'une passe d'armes très importante, très longue, entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Gabriel Attal disant à Jordan Bardella, mais au fond, si on applique votre théorie, ça va casser la chaîne de commandement, c'est un danger pour notre défense nationale. Et Jordan Bardella contre-attaquant en disant, le chef de l'État est effectivement le chef des armées, mais c'est le Premier ministre qui, au fond, assure la mise en œuvre. Et Gabriel Attal lui répondant, oui, ça veut dire que le Premier ministre, lui, s'assure qu'au fond, les moyens tournent, que les moyens sont mis à disposition de la décision du chef de l'État, mais que c'est bien le chef de l'État qui est le patron de la défense nationale. Et on voit qu'à travers cette question, c'est bien évidemment l'enjeu de l'Ukraine. Et hier, sur l'Ukraine, il y avait un point de différenciation très important. Jordan Bardella a clairement dit que s'il était Premier ministre, il n'y aurait pas un soldat français qui serait projeté en Ukraine. Et on voit que sans aucun doute, s'il y avait cohabitation, dès le début de cette cohabitation sur ces questions-là, ça va sans doute beaucoup se tendre. D'autant qu'il faut un vote du Parlement sur ces questions. Et que si le Rassemblement national est majoritaire et si la majorité absolue, l'envoi de troupes sera de facto impossible, non Arnaud ? En principe, oui. En l'occurrence, il faut un vote, oui, il faut un vote du Parlement. Il faut une information du Parlement à minima. Je ne suis pas sûr qu'il faille automatiquement, je dirais, un vote. Mais enfin, en tout cas, il faut une information du Parlement. Mais il est clair que s'il y a vote, en l'occurrence, s'il y a une majorité absolue du côté du Rassemblement national, ça sera très difficile d'envoyer des troupes. Mais vous savez, en fait, cette idée, De Gaulle, quand il rédige la Constitution de la Ve République, il a vécu les insurrections algériennes et il précise bien que c'est bien le chef de l'État qui est le chef des armées, en l'occurrence, parce que justement, pour assurer une unité de commandement et une verticalité du commandement. En plus, il est militaire, donc il sait ce que c'est. Oui, alors effectivement, il faudra vérifier s'il faut un vote ou pas. En tout cas, il va falloir l'information du Parlement. Vous l'avez dit, Arnaud. Est-ce que ça veut dire que Marine Le Pen et le Rassemblement national, ils vont pousser Emmanuel Macron à la démission ? En tout cas, on voit qu'à travers cette question, puisque Marine Le Pen dit c'est honorifique, on voit que l'idée est de dire s'il y a cohabitation, Emmanuel Macron va, entre guillemets, inaugurer les chrysanthèmes, comme on dit dans la vie politique française, pour renvoyer le chef de l'État à un rôle, je dirais pas de reine d'Angleterre ou de roi d'Angleterre, mais c'est un peu ça l'idée. De dire comme en Allemagne, par exemple, oui, avec un chef fondamentalement, ça veut dire que c'est plus lui le chef. En fait, c'est ça dont ça parle. Et là, on va retrouver des débats institutionnels, constitutionnels qu'on a connus pratiquement à chaque cohabitation, notamment la première de 86. Il me revient en vous parlant qu'en 1986, le grand juriste constitutionnaliste Maurice Duverger avait même écrit un livre sur cette question pour aider les Françaises et les Français à comprendre ce qui se passait pendant la cohabitation. Et c'est bien de ça dont ça parle. C'est-à-dire, est-ce qu'Emmanuel Macron serait renvoyé à un rôle honorifique, au-delà même de son rôle de chef des armées ? C'est le risque qu'il a pris avec cette dissolution ? Si vous voulez, oui, c'est un risque considérable, parce que s'il est battu dimanche, le 7 juillet, s'il est battu massivement, ça sera 2 défaites massives en moins d'un mois.
Donc, quelque part, si vous voulez, rien n'empêche, bien évidemment, le président de la République de se maintenir. Rien ne peut le pousser à démissionner. Mais quand même, la perception de sa légitimité sera profondément érodée. Et on peut imaginer que le Rassemblement national voudra, j'allais dire, profiter de cet avantage très rapidement. Ouais. Et un mot, Bruno, puisqu'il nous reste 30 secondes. Est-ce que c'est uniquement une menace sur la légitimité d'Emmanuel Macron ou c'est une menace sur la Ve République ? On est effectivement toute la séquence que nous vivons là pose des questions éminentes, fortes, intéressantes sur la Ve République. Il faudra avoir la capacité des acteurs politiques à essayer de nous parler de tout ça à un moment donné, parce que nous vivons une séquence qui est peut-être un des tournants les plus importants de la Ve République. Et on va continuer à parler de ces législatives. C'est évidemment la une de la presse régionale. C'est historique. Ce matin, la dernière ligne droite avant la fin de la campagne électorale. Voilà, bien sûr, on en parle sur ce plateau de ce moment historique, donc forcément, c'est aussi à lire à la une de la presse régionale, de nombreux titres qui évoquent ces législatives anticipées. Et donc quelques exemples, le groupe Centre France, les journaux comme le Berry Républicain qui récapitule 3 semaines sous haute tension, avec la photo d'Emmanuel Macron qui annonce la dissolution. C'était le point de départ, ça semble déjà, il y a un monde. Le Dauphiné libéré à Grenoble et l'ensemble des journaux du groupe EBRA qui proposent ce matin un comparatif des programmes des principaux blocs en lice, le nouveau Front Populaire, Ensemble, c'est la Macronie, les Républicains et le Rassemblement National, et enfin la Voix du Nord qui propose les dernières révisions avant le scrutin. Dans Ouest France, interview avec les chefs de file des principaux partis. Voilà, Gabriel Attal, Jordan Bardella, Bruno Retailleau pour les LR ou encore Marine Tondelier. Ils font la une ce matin. Ils répondent aux questions de Ouest France. Et c'est résumé ainsi. Gabriel Attal pour le camp présidentiel qui lui proposait une baisse de la facture d'électricité. Bardella qui dit que la fiscalité doit répondre à l'urgence sociale. Bruno Retailleau pour les LR donc qui dit que la France ne se relèvera que par le travail qui paie. Et enfin Marine Tondelier pour le nouveau Front Populaire qui propose d'augmenter le SMIC à 1 600 € et qui dit que ce n'est pas farfelu. Le Midi Libre a épluché les programmes des candidats à l'international. Oui, tout à fait. Et de son côté, Nice Matin se demande comment est perçue la dissolution à l'étranger. Stupéfait par l'annonce de la dissolution et amusé par les alliances de circonstances, inquiet ou réjoui de voir la France dirigée par l'extrême droite, Nice Matin est allé à la frontière italienne pour interroger ces Italiens sur les élections françaises. Le Télégramme planche chez lui sur la suppression de la niche fiscale aux entreprises du fret maritime. Oui, le fret maritime, vous savez, cette niche fiscale, ça revient dans le programme du RN ou encore du nouveau Front Populaire. Eh bien, l'entreprise Brittany Ferries, elle s'en inquiète. Et dans les pages intérieures, on lit que le modèle de Brittany Ferries est menacé, selon son président Jean-Marc Coué. C'est quand même 5,6 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État, cette niche fiscale en 2023, selon la Cour des comptes, Oriane. On termine avec la flamme olympique, parce qu'elle continue quand même à traverser nos régions. Tout à fait, c'est dans le Républicain Lorrain. On lit la liesse populaire autour de la flamme olympique. Je vous en parle dans cette revue de presse quasiment tous les vendredis. Oui. La presse régionale qui est dithyrambique depuis le début du mois de mai sur le parcours de la flamme olympique. On en est à l'étape 43. Et donc après la Moselle, la flamme olympique est en Haute-Marne. Départ à Langres en Rienne et arrivée à Saint-Dizier aujourd'hui. Voilà, on suivra ça. Vous nous en reparlerez vendredi prochain. Du coup, merci Quentin. Merci beaucoup. Merci Bruno Cotresse d'avoir été avec nous. Merci Arnaud, votre livre d'actualité aux portes du pouvoir. À Rennes, ta victoire, c'est la question que vous posez et c'est chez Michel Lafon. Merci beaucoup Arnaud et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour une émission spéciale évidemment consacrée aux résultats du premier tour des législatives. Très bon week-end.